Chers amis internautes de notre plateforme Séné+, merci de nous retrouver sur notre portail internet pour un débat des idées qui, on l'espère, toujours fécond. Vous permettrez qu'à l'entame de ce numéro de votre émission Sans détour, d'avoir une pensée pieuse pour un membre de la famille de Séné+, qui nous a quittés il y a tout juste un mois presque jour pour jour. Le 10 avril dernier, Momar Seyni Ndiaye tirait sa révérence. Journaliste, formateur, analyste sans complaisance de la société sénégalaise, Momar a souvent occupé d'ailleurs cette place pour vous servir. Nous avons une pensée émue pour sa famille professionnelle, la presse en général. J'associe tous les collaborateurs de Séné+, de Supinfo, Sup-IMAX qui nous accueillent ici, dans ce studio. Je peux valablement associer les éditoriales du jour qui m'accompagnent, une fois n'est pas coutume. Mamlika Sidibé, bonjour. Bonjour Abdoulaye Sissé. J'accueille aussi Samba Badji, Dialempa de son nom usuel, journaliste également, chasseur de fake news si l'on veut. Africa Check fait aujourd'hui référence dans le domaine de la vérification et de l'authentification du flot d'informations en continu dans les mass médias. Bienvenue, Dialempa. Merci Abdoulaye, c'est un plaisir de te retrouver. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui notre invité, Alioune Tine, bonjour. Bonjour. Je choisis juste votre casquette la plus récente, fondateur de Afrikadium Center, un laboratoire d'idées, comme vous le définissez vous-même. Mais ce ne serait pas superflu d'évoquer vos faits d'armes en tant que militant acharné des droits humains. L'ARADO, c'était vous dans un passé pas très lointain. Vous êtes aussi expert indépendant des Nations Unies pour le Mali. Alioune Tine, nous souhaitons évoquer le Mali plus tard dans cette émission. Mais vous êtes au nombre de ces Sénégalais qui parcourent le monde à réconcilier des peuples, des communautés. Je ne citerai que le professeur Abdoulaye Bathily, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies à Antananarivo, à qui l'on doit la décrispation de la situation à Madagascar. Mais quand dans votre propre pays, vous remarquez qu'on a du mal peut-être à renouer à tout le moins le fil du dialogue, quel sentiment peut vous animer? Bon, écoutez, on n'est pas toujours prophète chez soi. Et il y a un passif entre, bien sûr, l'opposition et le pouvoir. Passif qui n'est pas si léger que ça, parce que quand même, il y a des gens en prison, il y a aussi des gens en exil, donc c'est crispé. Et puis, on a fait des élections où quand même des membres assez éminents de l'opposition refusent de reconnaître les résultats. Ils ne reconnaissent pas. Ils ont sorti un livre blanc. Donc, on a été dans un processus électoral contesté, non consensuel, mais ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés pour dialoguer qu'il faut tout de suite baisser les bras. Nous estimons que les difficultés, c'est fait pour être remontées. Il faut remonter ces difficultés. De mon point de vue, aujourd'hui, écoutez, nous sommes dans une espèce de fin de cycle. Les fins de cycle sont un peu comme ça. On a l'impression qu'on est dans un désordre, dans un chaos total. Et c'est le cas. Quand vous prenez tout simplement aujourd'hui le champ politique, écoute, il y a très peu de sens qui émerge. On ne peut pas continuer à laisser les choses comme ça. Ce n'est pas seulement au niveau du Sénégal. C'est une crise pratiquement systémique, c'est une crise mondiale, c'est une fin de cycle mondiale où aujourd'hui la crise frappe à peu près le système économique, politique, les gilets jaunes, et je dirais même écologique, parce que le problème quand même aussi du changement climatique, ça touche très profondément aujourd'hui aussi les populations, les pays et tout. Donc, dans ce cadre-là, il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut trouver un horizon commun. Il faut s'asseoir et discuter et ne pas se dire
les seuls acteurs qui sont concernés par cette situation, ce sont les politiques. Ça, c'est une erreur monumentale qu'on ferait. Je pense que ça intéresse tout le monde parce qu'il faut trouver des solutions dans la durée et des solutions pour tout le monde, pour chaque groupe. Solutions dans le domaine des institutions, ça intéresse tout le monde. Qu'on soit syndicaliste, qu'on soit dans les médias, je pense qu'il y a quelque chose à dire dans les médias, qu'on soit homme d'affaires, qu'on soit étudiant. Mais c'est important parce que tout le temps, on barre la route parce que tout simplement, on n'a pas payé les bourses à temps. Mais ça les intéresse parce que nous avons aujourd'hui une école où il faut bien le dire, hein, que ce soit l'école, que ce soit l'enseignement supérieur. Si ce n'est pas l'effondrement, c'est une crise profonde, une crise cyclique, une crise qui nous laisse pratiquement sans voix. Donc, ils sont intéressés par le dialogue politique. Donc, le dialogue, il est fondamental qu'on le fasse et que tous les Sénégalais soient mobilisés pour que, effectivement, qu'on change le nouveau Sénégal. Ça veut dire que le nouveau Sénégal, ça va être un horizon commun qui ne va pas être l'horizon des politiques, qui ne va pas être un horizon partisan, qui ne va pas être des gens qui sont là pour défendre des intérêts de boutique, des intérêts partisans, des intérêts de classe, mais au moins sur un certain nombre de règles et sur un certain nombre de fondamentaux, il faut que les Sénégalais se disent, écoutez, nous, on est concernés. Est-ce que vous faites foi à l'exception sénégalaise qu'on a tant vantée? Est-ce que dans cette situation, on se dit, on se réjouit de ne pas être à un niveau de tension comme ce qu'on connaît dans certains pays, ou alors on se dit, attention, on alerte tout de suite parce que ça commence toujours comme ça. Qu'est-ce qu'on se dit? L'exception sénégalaise n'existe plus. Il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas se faire également, comment dirais-je, se dire... c'est un déni de réalité que de dire l'exception sénégalaise existe. Non. L'exception française n'existe plus. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où pratiquement on est sur le même pied d'égalité. Parce que d'incertitude. Aujourd'hui, je ne vois pas, par exemple, les États-Unis pour dire nous avons une autorité morale ou politique pour donner des conseils aux Africains ou quoi que ce soit. Je ne vois pas quelqu'un comme Macron venir dire, écoutez, au Sénégal, vous devez faire... Tout le monde a le profil bas par rapport à la situation de l'Afrique. Et c'est ça qui est aussi dangereux. Dans les années de la Baule, Mitterrand pouvait se lever pour dire, ben voilà. Mais aujourd'hui, c'est un bouleversement total, c'est une fin de cycle mondial, avec une crise de la démocratie représentative qu'on voit partout, avec une perte de sens, par exemple, des politiques. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que le débat public porte sur la religion. Vous allez au Brésil, c'est sur ça. Les gens qui ont été élus au Brésil, c'est effectivement les religieux, les chapelles politiques, les chapelles religieuses. Aujourd'hui, regardez le débat religieux comme il enfle. Pas seulement, effectivement, entre l'affaire de Jeanne d'Arc, mais l'affaire de Tchantakoun, tout cela, c'est à voir à la loupe. Donc, nous sommes dans une crise de sens global qui mérite une réflexion globale. Donc, quand on dit même refondation, ce n'est pas seulement une refondation des institutions, mais c'est une refondation aussi de la société. Parce que pendant très longtemps, on a mis pratiquement de côté la réflexion, on a mis de côté les intellectuels. C'était les politiques qui étaient là. Et aujourd'hui, il faut arrêter d'être pris pratiquement en otage par les politiques. Et c'est les conflits politiques qui amènent l'effondrement des États. Il faut le dire. Parce qu'à un moment donné, les gens ne croient plus. Parce que, au moins, il faut croire. Parce que, vous savez, si nous n'avons pas un système de croyance politique, mais on va avoir aussi des ersatz. Et ça peut venir de n'importe où. Aujourd'hui, quand les gens de la religion disent « nous voulons faire la politique », et c'est ce qui arrive, quand ils disent « non, nous contestons », regardez avec quelle cruauté, avec quelle violence. Parce que même les djihadistes, ils veulent faire la politique, occuper des États. Si les gens examinent tout simplement le côté religieux, mais ils sont totalement à côté. Et donc, cette violence politique, c'est parce que tout simplement, ils arrivent à se dire, nous sommes une alternative. Et que cette société pourrie, il faudra effectivement la détruire totalement. Alors, donc, quand on est à ça, et qu'on voit ce qui se passe chez nos voisins, et que les gens utilisent tous les moyens,
Et effectivement, sur place, quand ils ont aussi des alliances à faire, il faut des alliances avec les pires, les trafiquants de drogue, d'êtres humains, etc. C'est ça qu'on vit au Mali. Donc, il faut faire attention. Et ils avancent. Et nous avons une situation en Afrique qui est quand même extraordinaire. Je vous dis que depuis la colonisation, nous ne pouvons pas vivre une crise comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment en Afrique. Parce que le plus grave, c'est que nous n'arrivons plus à assumer notre propre souveraineté sécuritaire. Notre sécurité dépend de l'extérieur. Surtout sur la question, effectivement, que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Et qu'est-ce qui arrive? Comme tu dis, si on n'anticipe pas, on ne se prépare pas. Quand on se prépare, c'est préparer tout le monde, c'est mobiliser tout le monde. Ça veut dire que ces affaires sont tellement graves. Si effectivement on n'est pas proactif, si on n'analyse pas, ce qui arrive dans tous les États va nous arriver dans les États africains, on est surpris. Quand ça arrive, c'est dans la surprise globale. On est sans moyens. On se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Dans beaucoup de pays, ça c'est un. De deux, en réalité, on n'a pas les moyens de faire face à cette forme de guerre asymétrique. Donc, si vous ne préparez pas les gens sur les signes, si vous ne préparez pas les gens à être ensemble, parce qu'il y a des moments où les gens ont besoin d'être unis, d'être ensemble face à des défis qui les dépassent, qui dépassent la société, qui dépassent nos moyens, face à des défis qui nous rendent vulnérables. Je n'ai jamais vu une telle vulnérabilité de la société africaine aujourd'hui. Et puis maintenant aussi à analyser tout. Parce qu'effectivement, nous avons des, si vous voulez, des courants religieux qui nous viennent de l'extérieur, qui sont sectaires, qui sont violents, qui sont vraiment intolérants, qui créent des discordes extrêmement violentes et des discordes qui créent aussi la violence verbale. On est complètement dépassé. Donc, nous avons des mutations qui sont telles aujourd'hui qu'il nous faut nous asseoir froidement, réfléchir, analyser les menaces, les formes de vulnérabilité et analyser les réponses. C'est surtout les réponses. Les États, même si effectivement il y a des systèmes d'alerte qui sont puissants, qui donnent les détails, les systèmes de réponse sont faibles, voire inexistantes. Oui, professeur Ali Moutine, dans une de vos récentes réflexions, vous avez évoqué le fait qu'il faut réinventer la démocratie, l'état de droit, etc. Et vous l'avez confirmé également tout de suite, parce que tout simplement, ce qu'on voit actuellement dans nos États, ça va dans tous les sens. Et c'est dans cette perspective-là qu'Africadium Center, que vous dirigez, a mis en œuvre certaines activités. Quand vous parlez de réinventer la démocratie, qu'est-ce que vous mettez dans le concept de réinventer cette démocratie? Mais je dis tout le temps ensemble. Il ne s'agit pas effectivement de s'enfermer dans son bureau et puis de dire, bon voilà, on invente la démocratie. Non. Comment aujourd'hui mettre ensemble tout le monde, parce que la question de la démocratie, ce n'est pas seulement l'affaire des intellectuels, ce n'est pas seulement l'affaire des politiques, c'est l'affaire des citoyens. Parce que vous ne pouvez pas à la fois dire, écoutez, on va réinventer la démocratie, on a une démocratie sans démocrate, sans culture démocratique, sans culture d'État, sans culture de droits de l'homme, sans culture de la tolérance. C'est très important. C'est pour ça que dans un premier temps, nous avons réuni tout le monde, partis politiques, société civile, État. L'État était là, les institutions administratives, la presse. Et c'est sur cette base, effectivement, que nous avons sorti un certain nombre de choses, de recommandations concernant une réflexion sur la réforme des institutions. On a invité, effectivement, ceux qui étaient les principaux acteurs des assises, y compris les acteurs de CNRI qui sont venus. Et c'est cet échange-là qui peut quand même conduire à une innovation démocratique. Ça veut dire qu'il faut innover sur le plan démocratique, mais en nous basant sur nous. Parce qu'Africadium, il y a deux choses. Hein. Il y a le mot Kadium. Ça, c'est mon côté Diola. Hein. Kadium, ça veut dire le futur. Kadium, ça veut dire demain. Mais en même temps, dans Kadium, il y a le mot Diom.
Vous ne pouvez pas éduquer votre enfant en lui disant « Nyakal Djom ». Non, tu lui dis « Danga Nyak Djom ». Ça veut dire presque c'est une insulte. Amal Djom. Alors, ces valeurs-là ont disparu. Les valeurs de Djom Monako, qui pouvaient amener des gens même à se suicider. Il dit, mais attends, si effectivement je n'incarne plus ces valeurs, je ne vaux plus rien en tant qu'homme. Ma vie ne vaut plus rien. Tout ça là, effectivement, c'est effectivement des valeurs qui ont déserté pratiquement le champ politique. Qu'est-ce qui reste? Il faudra qu'on revienne sur les valeurs. C'est pour ça qu'on a dit les jobs. Mais en même temps, on travaille pour revenir sur ça avec aussi des universitaires, des sociologues qui sont en train de travailler. Mais il faudrait effectivement qu'on réinjecte de la valeur. Réinjecter de la valeur et réenchanter aujourd'hui les citoyens. Parce que vraiment, nous sommes dans une situation où la chose la plus partagée, c'est le blues. Mais Alioune, aussi loin que l'on puisse aller quand même dans la réflexion, la démocratie, la finalité, c'est quand même la loi de la majorité. Ce qui pose problème souvent, c'est qu'on n'ait pas de consensus, qu'on n'ait pas d'unité sur ce qu'on doit faire et sur ce que la majorité décide de faire. Ah, vous savez pourquoi aujourd'hui on est carrément dans une crise de la démocratie représentative. Ça veut dire que vous pouvez gagner les élections. Macron a gagné, mais il n'a pas fait encore 2 ans. Il est très impopulaire. Comment il s'appelle? Trump a gagné. Les gens parlent d'impeachment. C'est une crise qui est extrêmement profonde. Ça veut dire que la loi de la majorité, si vous ne l'articulez pas avec ce qu'on appelle la démocratie participative, parce qu'aujourd'hui, vous avez, au départ, il y avait les mass médias écrits. Le système d'information, l'ubiquité de l'information, ce n'était pas comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, n'importe qui a son journal, sa télé, etc., exprime. Maintenant, vous mobilisez beaucoup plus avec les réseaux sociaux. Donc, il me semble aujourd'hui, c'est avec tout ça, avec la modernité, ça veut dire la révolution digitale. Vous êtes dedans, vous êtes en train d'expérimenter quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je dis, nous n'avons pas à dire voilà ce qu'il faut faire, non. Asseyons-nous, réfléchissons par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qui existe, parce qu'on ne peut pas s'extraire du monde aussi pour dire, écoutez, réflexion faite à peu près, voilà où nous pouvons aller. Et là, nous avons vraiment des propositions concrètes qui ont été faites. Justement, Alioune, vous parlez de réinventer le modèle démocratique. De l'autre côté, on a le gouvernement qui appelle à un dialogue politique pour discuter du Sénégal. Mais on se souvient qu'il y a eu d'abord des assises nationales dont l'actuel président est signataire. Après cela, il a été commandité des propositions pour la réforme des institutions dans le cadre de la Commission nationale de réforme des institutions. Toutes ces conclusions, aussi bien des assises nationales que de la CNRI, ne sont pas appliquées. Au contraire, on voit des réformes qui n'ont jamais été discutées. Est-ce que finalement, il n'y a pas d'un côté un beau discours et de l'autre, quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête? Ah, vous posez une bonne question. En réalité, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de confiance. Si à plusieurs reprises, vous avez trahi la confiance des gens, vous créez un système de défiance généralisé. Vous mettez le doigt effectivement sur les difficultés. Pourquoi il y a des difficultés à s'asseoir et à dialoguer? Parce qu'il y a des gens, effectivement, ils sont aujourd'hui dans la défiance et attendent des actes beaucoup plus concrets, des propositions plus concrètes et des concessions réelles pour dire, écoutez, aujourd'hui, on peut croire à la chose et on y va. Et on y a réussi en 91. 91, c'était le début d'un processus. Et on a vu les résultats à partir de 98. En 96, quand on a fait ces élections locales qui étaient complètement catastrophiques, Diouf a dit tout de suite, on regarde la chose. Vous savez, il y a quelqu'un qui est là quand même pour l'histoire, vraiment de la construction d'un consensus. Et sur l'histoire du dialogue politique, ça veut dire de réconcilier les contraires. Mais l'opposition entre Diouf et Wade, à l'époque, dans les années 80, c'était extrêmement dur. Je ne sais pas si vous pouvez reprendre la presse et regarder, et également voir
quand le président Wade était là, à Dakar, les tensions, les violences, comme il y a Famara Ibrahima Sagna qui a parlé à Diouf, qui l'a écouté. Parce que des fois, il y a des moments clés où si vous avez, par exemple, l'écoute de certaines personnes, vous avez la confiance de certaines personnes. Famara a eu le courage de dire, de s'adresser à Diouf pour lui dire « Je quitte le Parti socialiste. Parce que si je suis ministre de l'Intérieur et je dois organiser des élections, je dois être neutre. » Il me semble que c'est exceptionnel de voir ça, pas toujours en politique. Il l'a fait et il a dit à Diouf, écoutez, bon, il a écrit sa lettre de démission. Et puis Famara a dit, bon, je vais tenter. Il est allé voir Wade, il est allé voir Diouf, il est allé voir l'ensemble des partis politiques. Et les gens sont arrivés en 89. Je ne sais pas si vous vous rappelez de 89. En 89, on avait le problème de la Mauritanie. On avait, comment dirais-je, la Gambie, la Confédération, la dissolution, c'était en 89. Le mouvement MFDC était au plus haut point et financé par aussi, et soutenu par des gens dans la sous-région. Moi, j'en sais quelque chose. J'ai beaucoup travaillé, tu le sais, sur le conflit casamançais. Et donc, on avait besoin d'unité par rapport à ces défis et on l'a réglé. Aujourd'hui, la situation est pire. Donc, nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, la situation est pire que dans les années 89. Parce qu'à côté de chez nous, vous prenez les pays du G5, on a avec la Mauritanie, qui est concernée par l'histoire, le Mali, qui est concerné également. Et puis, le Mali, c'est tout le long. Et je le sais, parce que quand même, je travaille là-dessus. Les djihadistes, ils sont à Caille. Ils sont en train de pénétrer le dernier verrou, c'est le verrou, comment dirais-je, burkinabé, pour avancer. Donc, tout ça fait que, pratiquement, on est dans une situation similaire, moi je dis même pire, parce que la situation qu'on connaît, la situation politique aujourd'hui, c'est une véritable impasse. Et face à cette impasse politique, nous avons également des défis au niveau de la religion. Et c'est des défis compliqués et complexes. Donc pour tout ça, asseyons-nous, regardons les pathologies de nos démocraties ensemble. Et puis cette mobilisation, je dis que ça ne concerne pas que les politiques. Il faut que les Sénégalais, tous les Sénégalais, citoyens sénégalais, soient mobilisés pour mettre la pression sur l'État, pour mettre la pression sur les partis politiques. Que les journalistes le fassent. C'est une nécessité absolue pour la survie et essayer de trouver les remèdes dans la durée. Si on fait une constitution aujourd'hui, ça ne va pas être, comme on dit, une espèce de prêt-à-porter ou, comment dirais-je, de la pâte à modeler. Mais on se dit, cette constitution, on l'a fait. Les enfants qui viendront dans 100 ans diront, ah, les pères fondateurs, ils ont fait ça. Et toute la nation était mobilisée pour régler cette question. Mais c'est comme ça qu'on voit les choses pour régler des problèmes de fin de cycle qui sont extrêmement compliqués, qui amènent des bouleversements, qui amènent des tas de choses. Restez foi, travaillez. Et si on le fait, ah, les gens vont se dire, mais tiens, il y a quelque chose qui se passe au Sénégal. On va suivre. Et si on y arrive, mais il est évident que ça aussi, sur le plan, comment dirais-je, positif, si ça fait tache d'huile, c'est une excellente chose. C'est comme ça, effectivement, que les Béninois avaient fait avec leur conférence nationale aussi. Alors, vers les années 1990. Allez-y d'abord, Samba Jalimpa. Oui, sur ce point, vous parliez tout à l'heure de la presse. Le reproche qu'on fait à la presse aujourd'hui au Sénégal d'être un peu très ou trop conciliante vis-à-vis du pouvoir ou même du président Macky Sall, c'est un peu le même reproche qu'on fait à la société civile. Absolument. Il y a quelques années, on avait une société civile de proposition qui était au front, qui mettait la pression. Depuis 2012, c'est une société civile qu'on ne sent plus. Vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, on vous fait à vous-même le reproche de ne plus être au front. Est-ce que la société civile sénégalaise, aujourd'hui, elle est dépassée par les événements depuis 2012? Merci. La société civile n'est pas seulement dépassée par les événements. On est dépassé, c'est une réalité, la société civile. Mais la société politique aussi est dépassée.
les citoyens sénégalais aussi sont dépassés. Nous n'avons pas une situation facile. Hein. En 2012, depuis 2012, nous vivons des choses qui, sur le plan démocratique et sur le plan des droits de l'homme, sont des choses tout à fait nouvelles. Que les gens ne puissent pas aller jusqu'à l'Assemblée nationale, c'était 2 ou 3 personnes, pour venir parler, mais ça aurait été quelque chose d'extrêmement positif. Vous avez vu comment on les a interpellés, vous avez vu comment on a interpellé Babacar Gaye, comment on a pris les gens pour les mettre à l'intérieur. Vous avez vu le vote du parrainage, comment ça s'est passé. Vous avez vu comment on teint les images, on teint les gens de l'opposition. Et c'est des images qu'on ne voyait pas au Sénégal. Donc, le problème que nous avons n'est pas un problème facile. La société civile, si vous voulez, la société civile sénégalaise, c'est une référence hein, en Afrique de l'Ouest. C'est vrai, effectivement, en 2012, il y avait effectivement une espèce d'espérance énorme. On a dit qu'il y avait la jonction entre, effectivement, le mouvement M23 et les assises. Les assises, c'était une période de réflexion. Ça, c'était une révolution citoyenne fantastique. On n'a jamais vu ça pratiquement depuis l'indépendance du Sénégal. Je pense même avant ce qui s'est passé. Est-ce que cette société civile-là, on s'arrête sur cet événement fondateur quand même du 23 juin, est-ce que finalement cette société civile n'est pas victime de sa collusion avec certains cercles de pouvoir en 2012 qui, conscients que cette société civile les a beaucoup aidés dans la conquête du pouvoir, en tout cas dans le combat pour faire face à un pouvoir, comprennent aujourd'hui, attention, on a une société civile tout au moins engagée et peut-être tout au plus militant pour d'autres causes qui ne sont pas les causes du pouvoir en face. Je précise quand même qu'il y a eu plusieurs épisodes où à chaque fois que quelqu'un de la société civile, vous ou d'autres, vous prenez la parole, on vous accuse d'être des opposants encagoulés. Est-ce que, en définitive, ce n'est pas ça le problème, le positionnement? Non, vous savez, la plupart des changements que nous avons eus, je prends tout simplement dans les années 90, 2012, il y avait une bonne jonction, un bon travail entre la société civile et la presse. 2000. Moi, je me rappelle, quand on faisait l'élection présidentielle, les gens du Sud étaient venus planter leur, ordinateur chez nous, avec Chérif El Walid Sey, avec Ali Ndour, et on a travaillé ensemble. Vous êtes au courant? Bien sûr. Bon, ensuite, entre 2000 et 2012, on a beaucoup travaillé ensemble, parce que aussi la presse a beaucoup souffert. Nous avons vu la plupart des gens du Sud, quand ils ont parlé de l'affaire de Richard Toll, on les a mis dans un panier à salade, on les a suivis jusqu'au commissariat du plateau. Donc, il y avait des gens de conviction qui avaient créé cette presse. Qu'on le veuille ou non, Babacar Touré et Sidi Lamine Yash ont été quand même des, comme on dit, des pionniers. Il faut le reconnaître. Et effectivement, c'était des journalistes, ils avaient des convictions, ils ont toujours leurs convictions. Aujourd'hui, il y a des mutations dans la presse, des mutations très profondes, dans l'appropriation de la presse, dans la vision de la presse, etc. Ce que vous avez dit sur la société civile aussi, c'est vrai. Il y a eu, je dirais même, une espèce de naïveté. Certains se sont dit, écoutez, nous, on a envie de faire de la politique, ils ont fait de la politique. C'est leur problème, c'est leur droit. Moi, je ne récuse pas quelqu'un qui veut faire de la politique à un moment donné. D'ailleurs, c'est comme ça que ça doit se passer. Si vous avez fait, par exemple, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous dites, écoutez, je fais de la politique maintenant. Si vous avez vos convictions pour le faire, c'est un problème. Même l'inverse peut se faire. Vous faites de la politique et puis à un moment donné, même au niveau présidentiel, chez les Américains, c'est comme ça, hein. Vous quittez, vous donnez des conférences, vous créez une fondation, vous avez des valeurs que vous défendez, vous les défendez, vous revenez dans la société civile. Seulement, il faut voir comment il faut le faire. Ça commence à naître ici au Sénégal. Donc, moi, je ne jette pas la pierre à des gens qui ont choisi de faire de la politique. C'est leur problème. Bon, maintenant, ce que je crois aussi, c'est que si je vais faire la politique, moi, à Lyon-Tine, c'est pour apporter de la plus-value par rapport à mes convictions, en matière de droits humains, par exemple, en matière de liberté démocratique. Si je ne le trouve pas, je m'en vais. Je pense que c'est ça que j'ai fait aussi, parce que quand même, on a élaboré une loi sur, comment dirais-je, les principes de Paris,
créer une commission nationale des droits de l'homme depuis 2015, validée par les Nations Unies. Ce n'est pas encore adopté. Et encore, j'interpelle le gouvernement pour que c'est ça qui permette qu'on ait une, comment dirais-je, une commission nationale des droits de l'homme. Parce que le comité sénégalais, franchement, c'est une coquille vide. Et ça, il faut le dire. Donc, par rapport à ce que vous dites, je vous donne des éléments pour dire qu'on a perdu l'exception sénégalaise. Parce que parmi les éléments de l'exception sénégalaise, il y avait ce comité sénégalais des droits de l'homme. Oui, pour toujours, c'est la société civile, bien évidemment. Ce que mes deux confrères ont dit, c'est une réalité. Après, nous n'avons plus une société civile, mais nous avons des sociétés civiles. Et quand vous parlez de démocratie, qu'il faut s'asseoir, qu'il faut discuter, il y a quand même l'ouverture des concertations, du dialogue national, et même si tout le monde n'est pas là-dedans, pour le moment, les TDR sont disponibles et on espère qu'avec les démarches que certains membres de la société civile sont en train de mener pour que tout le monde se retrouve à la table des discussions pour discuter, que ces choses-là puissent avancer. Mais dans l'opinion, l'impression la plus répandue au sein de l'opinion, c'est comme vous le dites, par rapport aux politiques, par rapport aux médias, etc., on peut également dire que cette société civile ne ferait plus vraiment sens. C'est-à-dire, vous ne mobilisez plus. À preuve, lors du vote pour la suppression du poste de Premier ministre, il y avait certaines organisations qui avaient appelé à manifester. Mais les gens n'ont pas bougé. Ah non, mais écoutez, une manifestation, ça se prépare. Elle peut être aussi très spontanée. Hein? Une manifestation, ça s'organise. Une manifestation comme ça, pendant une période comme ça ne s'improvise pas. Et tu sais, vous savez, depuis les élections, nous sommes dans une espèce d'état cataleptique. Je vous assure. Les gens ne savent, que ce soit les politiques, d'ailleurs, le long silence de certains opposants montre effectivement que les gens sont en train de se chercher. Tout le monde est en train de se chercher, y compris la société civile. Nous sommes dans une société profondément en crise, où effectivement les modes de fonctionnement, les règles, tout a été... Et puis nous avons un gouvernement qui aujourd'hui quand même, et c'est ça qui préoccupe, devient de plus en plus autoritaire. Oui, mais justement par rapport à ça, qu'est-ce qui fait que aussi bien la société civile, l'opposition et aussi la presse n'arrivent pas à tenir tête à ce pouvoir, aussi autoritaire soit-il? Je crois qu'il y a eu quand même dans l'histoire du Sénégal où, vous vous rappelez tout à l'heure l'opposition de Wade par rapport à Diouf qui est assez forte. Pourquoi aujourd'hui l'opposition sénégalaise n'arrive pas à tenir tête à ce pouvoir? Bon, ce qu'il faut constater et dire, c'est qu'en réalité, si vous voulez, en matière de démocratie, nous n'avons pas une courbe linéaire qui monte. Ça peut être en dents de scie. On peut avoir des périodes de remontée et des périodes de descente. Aujourd'hui, quand on regarde la descente, elle est globale. Et effectivement, nous subissons aujourd'hui la même chose. À l'époque, il y avait la société civile, mais souvent soutenue aussi par la communauté internationale, les Nations Unies, etc. Il faut regarder, par exemple, ce qui se passe. Au départ, quand il y avait des gens qu'on arrêtait, on entendait l'Union européenne qui sortait, qui faisait un communiqué. Il y avait l'Organisation internationale de la francophonie qui reprenait, qui allait dans le même sens. On avait la France, les États-Unis. Maintenant, plus personne ne parle. Et pourquoi? Ça veut dire que, mais justement, ça veut dire que nous sommes dans une période de crise où en réalité il n'y a plus d'autorité dans le monde. À part peut-être les Nations Unies un peu, mais il n'y a pas un pays qui se dit, tiens, moi je suis l'incarnation de l'autorité morale dans le monde. Et je peux parler parce que je respecte les valeurs démocratiques et autres. Non. Aujourd'hui, nous avons une montée de l'extrême droite, nous avons une montée des idéologies de la haine, nous avons une montée du racisme, surtout dans les pays occidentaux, qui étaient des pays de référence, et qui ne sont plus aujourd'hui qualifiés pour donner des leçons à qui que ce soit. Donc, nous sommes seuls au monde, nous les Africains. C'est à nous de travailler sur la base de notre propre réalité pour remonter pour nous-mêmes.
Parce que nous aimons, nous, les Africains. Cela peut être un avantage. Mais nous avons un avantage extraordinaire, nous autres Africains, aujourd'hui, de reconstruire nous-mêmes notre propre démocratie, notre propre système de représentation et notre propre modèle économique. Et pour dire, écoutez, assez, moi j'entends beaucoup de gens qui le disent, nous avons des matières premières, on les vend, et puis on nous roule dans la farine. Des fois, quand effectivement tu ne veux pas vendre ton pétrole, on te crée une guerre, et c'est ça qui arrive. Et donc, c'est pour ça que le Sénégal est dans une situation où on est obligé de parler. Parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui les djihadistes qui ont le problème, mais la plupart des entreprises internationales qui veulent ton gaz, qui veulent ton pétrole, et qui se disent que ce gaz et le pétrole dépendent de notre propre sécurité nationale à nous, et qui sont basés là-bas, en Europe ou aux États-Unis, je dis, mais si nous, on n'est pas ensemble, on n'a aucune capacité de résister. Et si nous donnons une faille, on est foutu. Est-ce que dans votre plaidoyer, vous pensez quand même faire une jonction avec les organisations de la société civile des autres pays? Parce que le Bénin, le Togo récemment, etc., nous avons à peu près les mêmes problèmes, c'est-à-dire cette crise de la démocratie. Donc si vous parvenez à parler d'une même voix, est-ce que ça ne va pas donner beaucoup plus de force à vos recommandations, propositions, etc., pour apaiser? Vous avez posé un très bon problème. Dans les années 89-90, on avait l'Union interafricaine des droits de l'homme. On avait la FIDH. On avait, si vous voulez, un bon networking. Même les choses qui se passaient au Rwanda. Moi, je me rappelle quand on a tellement travaillé sur le génocide rwandais, nous, ici, Sénégalais, que reprenait la RTS. Quand il y a eu le génocide, c'est moi qui faisais les commentaires et qu'on montrait les images. Parce qu'on avait tellement travaillé. Donc, maintenant, il y a un cloisonnement. Dans le domaine des droits de l'homme, nous, on était des militants, syndicaux, etc. On n'a pas été formés. Maintenant, vous avez des gens qui sont formés à l'université. Bien formés, mieux formés que nous. Mais qui ont leur ordinateur, qui travaillent. Mais chacun travaille dans son pays. Même ce qui se passe au Mali ne suscite pas de la solidarité. C'est incroyable. Pour moins que ça, nous, on avait créé à la radio, je me rappelle, le train de la solidarité. Et c'est Madame Elisabeth Diouf qui avait donné même le départ du train. On avait collecté beaucoup de choses, des couvertures, des trucs à gaz, qu'on a amené au Mali. Maintenant, qui parle du Mali alors que c'est à côté? C'est nos parents. Donc, il faut placer effectivement la situation dans une crise globale. Maintenant, on se dit, les gens sont en crise. Moi, j'ai fait cet appel à la Commission africaine des droits de l'homme. J'ai dit aux jeunes, aujourd'hui, vous êtes mieux formés. Mais chacun travaille dans son coin. Personne ne s'occupe de ce qui se passe à côté. Alors que les problèmes sont globaux, Absolument. sont les mêmes et appellent un grand networking. Nous sommes en train de travailler petit à petit sur ça. Ce n'est pas facile, mais bon, on essaye de travailler sur le networking parce que c'est ça qui va nous sortir. C'est-à-dire, les crises là que nous avons au Sénégal, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est la même chose dans d'autres pays qui sont en nette décomposition. Donc, il faut qu'on tire les leçons. C'est pour ça que moi, j'ai fait un appel au sommet de l'Union africaine, de la CEDEAO, pour examiner la question des conflits intercommunautaires et d'apporter une réponse régionale. Parce que pratiquement, ces problèmes, vous les voyez un peu partout. Donc, de la même manière aussi, je pense que nous avons besoin, avec la société civile, avec la presse, d'avoir un réseautage qui fasse que vraiment le travail d'éveil se fasse par tout le monde en même temps. On se dit, tiens, il nous faut avoir des citoyens qui soient responsables et qui sont capables d'être debout, de prendre leurs responsabilités et vraiment de participer pleinement à la construction de ce qui se fait. Mais Aline, moi je pense que le dialogue est une occasion. On a quand même l'impression, pardon de le dire comme ça, on a parfois l'impression de maintenir une tension peut-être artificielle. Parce que je rappelle quand même que la plateforme de la société civile ainsi que d'autres organisations qui ont observé ce scrutin ont quand même attribué une note très acceptable à l'issue de ce scrutin. Est-ce que le constat le plus simple ne serait pas de constater que finalement, c'est la majorité des Sénégalais, 58% quand même, qui ont choisi le président Macky Sall et que à ce moment-là, il peut quand même dérouler, sans bien sûr écraser la minorité de 42%, mais faire le constat très simple que c'est la majorité
des Sénégalais qui ont choisi ce président en place. Écoutez-moi, ce qu'a dit le scrutin, ce que tu dis, nous l'avons dit. Mais mieux, mais nous avons reçu une délégation même de Khalifa Sall. Ils disent qu'ils reconnaissent le président, le scrutin. Les gens, ils contestent le processus qui a fait qu'on a abouti à ce scrutin. Et ça, il faut le discuter. Je pense que c'est une protestation tout à fait normale. Nous l'avons analysé, mais ce qui s'est passé le jour du scrutin, avec les résultats qui sont arrivés, effectivement. Maintenant, le résultat, on le conteste par rapport au processus. En amont. Maintenant, ce que tu as dit, c'est vrai. C'est que la seule chose qu'on a en dernière instance pour mesurer que quelqu'un est majoritaire ou minoritaire, c'est les chiffres. Maintenant, si les gens contestent les chiffres, où allons-nous? Maintenant, il faut qu'on soit d'accord sur le processus, sur l'ensemble et sur les règles pour que, quand même, quand ça arrive, qu'on dise, écoutez, vous avez bien gagné, je vous remercie, je vous félicite. Et que, également, le droit des minorités, surtout de la minorité, 42%, c'est important. Qu'on ne dise pas, écoutez, moi j'ai gagné, je prends tout, je décide seul et j'ignore le reste. Je pense que si effectivement on sort de cette culture, peut-être qu'on pourra encore avancer un peu. Un dernier mot quand même sur le dialogue politique, et puis on va avancer, on va évoquer la Casamance, le Mali et des questions liées à la sous-région. Sur le dialogue, comment tout ceci va se dégoupiller finalement? C'était le temps des politiques, il y a 2-3 jours, pour la concertation avec les acteurs politiques. Vous demandez une concertation inclusive. Le chef de l'État lui-même a fait un appel aux forces vives de la nation. On ne saurait certainement le circonscrire aux simples politiques. Absolument. À quel moment on va intégrer toutes les forces vives de la nation? Je précise quand même que le Sénégal est à 6, 7, 8 mois tout au plus d'une échéance importante des élections locales et qu'il va falloir terminer cette concertation très rapidement sur le parrainage, comment on fait. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer les conditions d'un report qui sera encore de la tension dans l'air? Bon, moi je pense que le report peut-être c'est acté, hein. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Moi je pense que c'est une excellente chose que le président ait dit au dialogue. Je pense que ça c'est un appel. C'est une excellente chose aussi que Aly Ngouille Ndiaye dise, écoutez, pas de politique de la chaise vide. On salue, c'est une très bonne chose. Mais nous, ce que nous disons, effectivement à l'État, faites en sorte de restaurer la confiance. Et en fait, vous êtes les seuls à pouvoir le faire, à créer les conditions de telle sorte que tout le monde s'assoie à la table et discute. On dit à l'opposition, mais il faut que tout le monde vienne. Pour que même, effectivement, s'il y a des contestations sur les choses, qu'on les mette sur la table et qu'on discute. Vraiment éviter l'opposition dans son entièreté à revenir. Parce que, je dis, nous sommes dans une fin de cycle et nous avons besoin de construire dans la durée. Et si nous avons besoin de ça, il faut que tout le monde soit à la table de négociation. Il faut que l'État soit assez ouvert, soit assez tolérant, assez généreux, joue le jeu. C'est-à-dire soit absolument sincère. Et que s'il y a des décisions qui sont prises, on dit, voilà ces décisions, faire comme en 1991, donner à l'Assemblée nationale et dire, on n'enlève pas une seule virgule. Je pense que si on crée les conditions, si on crée, on dit une commission paritaire, commission cellulaire, avec des gens, moi je pense qu'on peut petit à petit construire, aller de l'avant. Alioune Tine, merci d'être notre invité dans ce numéro sans détour, entièrement dédié à celui que vous voyez derrière moi, Momar Seny Ndiaye, journaliste qui était avec nous, qui nous a quittés il y a tout juste un mois. Alioune Tine, nous allons quand même évoquer la Casamance. Parler de l'intégrité territoriale dit comme ça, cela peut paraître très court parce que c'est dans les principes même de base de notre charte fondamentale, la Constitution. Mais est-ce qu'on va continuer à faire semblant de ne pas entendre, ou en tout cas de ne même pas écouter Salif Sadio qui repose encore un problème qu'il va falloir solutionner? Comment, avec quel acteur discuter pour définitivement régler le problème de la Casamance? Je rappelle quand même que nous sommes dans une période d'accalmie, mais c'est peut-être trompeur puisque Salif Sadio, on l'a tous suivi dans les médias, fait une sortie dernièrement et remet sur la table une vieille revendication et que manifestement, il a encore des soutiens dans le maquis.
comment aborder cette question? Il faut aller discuter avec lui. En réalité, manifestement, il demande à discuter. Il faut savoir quand même interpréter les signes. Il faut aller discuter avec lui, trouver les moyens, trouver les personnes pour aller discuter avec lui. L'État semble dire pas avec la revendication de l'indépendance ou en tout cas de la revendication de l'indépendance pour la Casamance. Est-ce qu'il faut en faire un préalable? Non. Écoutez, les gens ils disent tout le temps l'indépendance de la Casamance. C'est une revendication, c'est ce qu'il a dit. Et sur cette base, il faut aller discuter avec lui. Moi, la majorité, je dirais même l'écrasante majorité des Casamancés ne pensent même pas à l'indépendance. Donc, il faut aller discuter avec Salif Sadio. Mais monsieur Je pense que de mon point de vue, c'est la, comme on dit, c'est l'attitude la plus pragmatique, la plus réaliste, parce qu'il a des gens, il a des trucs, il a une capacité de nuisance, etc., etc. Donc, discutons avec lui. Oui. Le conflit en Casamance, comme l'a dit Ablaye Cissé, actuellement, le calme est quand même relatif. C'est un conflit même de basse intensité, d'après une définition de l'ONU. Mais quand c'était beaucoup plus tendu, vous aviez eu à jouer un rôle pour essayer de concilier des positions, arracher même la signature d'accords, de traités, etc. Est-ce qu'il y a possibilité de déblayer encore le terrain que vous aviez à l'époque emprunté? Non, je connais bien le conflit. Vous savez, c'est moi qui ai réconcilié Diamacoune et Sidi Badji. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et effectivement, c'est moi qui ai permis, à la limite, qu'on ait pu négocier en 2004 ou 2005, quand les gens étaient unis. C'est le président Wade qui me l'avait demandé. Il m'a dit, à lui, nous pouvons, mais il nous faut une seule voix. Et nous sommes partis un peu dans la clandestinité, à la discrétion, on a fait, ça a marché. Moi, je pense que si les gens discutent, Salif Sadio, il était ailleurs, on le sait. Voilà. Combien, pour précisément. Il avait un travail à faire et ne s'occupait pas beaucoup de la Casamance. Maintenant, il est revenu. Parce qu'il est Donc, parti. moi, je pense qu'il faudrait aller s'asseoir avec ces gens, discuter avec ces gens, et choisir des gens qui ont quand même beaucoup d'expérience. Le fait de l'ignorer et de dire non, c'est toujours comme ça. Les gens, ils font de la surenchère dessus. Est-ce que ce n'est pas les ressources naturelles, plus précisément le zircon, qui attise encore ce débat-là? En tout cas, moi, ma position et la recommandation que je fais à l'État, c'est d'arrêter l'exploitation du zircon pour le moment à Niafran, et vraiment d'opérer une pause, d'écouter les populations. Parce que quand même, il y a des études qui sont faites sur la question des conséquences écologiques et qui pourraient être effectivement catastrophiques pour là-bas. Moi, je pense que vraiment, on a le pétrole, on a le gaz, on se concentre, on s'unit pour voir comment on peut faire pour que, effectivement, que la gestion ne soit pas ou ne produise pas les effets pervers qu'on a connus dans d'autres pays. Mais pour le moment, compte tenu du climat en Casamance, compte tenu du contexte, compte tenu de la sensibilité, je pense que la sagesse demande vraiment de surseoir à l'exploitation du zircon là-bas. Est-ce que ça peut être un changement de paradigme de la société civile? On a vu certains de vos confrères de la société civile, je vais les citer puisqu'ils ont produit des documents publics, le Forum civil qui produit un document sur la campagne arachidière pour quand même alerter sur les dangers d'une mauvaise préparation de la campagne à venir. Oxfam qui accompagne des organisations pour réellement pointer les dangers de l'exploitation des ressources minières dans certaines zones et les conséquences sur les populations. Est-ce que finalement la société civile peut aussi s'intéresser à ces questions d'ordre social, d'emploi ou de conséquences même de l'exploitation des minerais dans beaucoup de zones? Mais si, la société civile est dedans depuis longtemps. Pas seulement Oxfam, le Forum civil qui fait un travail extraordinaire là-dessus, mais même la conférence régionale sur publier ce que vous payez s'est tenue ici à Dakar. C'était fantastique. Il y avait le monde entier pratiquement à Dakar. Donc, il y a aussi, je pense, Amnesty International, il y a l'organisation La Lumière. Depuis très longtemps, la société civile est là-dessus.
Parce que l'ITIE que vous voyez là, mais c'est nous qui avons créé les conditions d'apporter. On a fait le plaidoyer pendant très longtemps auprès de Wade. Wade n'a jamais accepté. C'est maintenant qu'ils l'ont accepté. Maintenant, je dis une chose. Si vous avez effectivement quelque chose comme l'ITIE, mais voilà un organe qu'il faut donner à la société civile, qui doit gérer ça. Moi, je ne comprends pas effectivement qu'on prenne d'anciens ministres, qu'on leur dise, bon, voilà l'ITIE. Non. Franchement, c'est incompréhensible. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que, en matière, sur la question des institutions, même à la limite, si on dit, tiens, on va pas donner, on fait un appel d'offres. Si vous dites, écoutez, maintenant, toutes les institutions appartiennent aux partisans, mais vous allez créer un problème. Et le problème va être même beaucoup plus grand. Je pense que les choses politiques, le président a la latitude de dire je nomme qui je veux. Maintenant, il faut que le système méritocratique intervienne pour un certain nombre de choses qui demandent compétence, qui demandent intégrité morale, qui demandent expérience. Je pense que ça, comme on le faisait du temps de Senghor, c'est maintenant même qu'il faut le faire encore beaucoup plus. C'est ça aussi le Sénégal pour tous. Et le Sénégal par tous. C'est extrêmement important que, vraiment, le grand problème que nous avons, que la casquette de chef de parti et de chef de l'État, qu'on le mette par terre pour être effectivement le président de tous les Sénégalais. J'aime pas. Oui, alors, vous abordez là un problème assez important sur les institutions et aussi sur les questions de transparence, puisque vous parlez de l'ITIE. Moi, ça me permet d'aborder la question de la lutte contre la corruption. L'OFNAC, par exemple, qui est un organisme qui a été mis en place dans le cadre de la lutte contre la corruption. Mais on se rend compte que c'est devenu une organisation très controversée depuis sa création. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au-delà juste de créer une institution, mais de les rendre plus opérationnels? Très bien. C'est la question des institutions administratives indépendantes. La première des choses, c'est de les dépolitiser. La deuxième des choses, c'est de les renforcer sur le plan juridique, de renforcer leur pouvoir. Ça veut dire que si vous créez l'OFNAC, moi je me rappelle bien du discours du président de la République. Il dit la CREI c'est pour les autres, mais l'OFNAC c'est pour vous. Maintenant il faut compter les gens du membre du gouvernement qui sont épinglés par l'OFNAC. C'est que si vous créez l'OFNAC et vous avez la possibilité de bloquer les dossiers envoyés par la justice par l'OFNAC, mais l'OFNAC n'a aucun pouvoir. Même quand je regarde des fois les rapports de l'OFNAC, c'est difficile de se mettre des choses sous la dent. Donc, il faut, et je pense qu'il y avait une réflexion qui avait été faite par le Forum civil. Le Forum civil a joué un grand rôle pour qu'on crée quand même une institution indépendante qui lutte de façon claire contre la corruption. Parce que la question de la corruption que tu soulèves, c'est une très grande importance. Parce qu'en réalité, la corruption, ça détruit les institutions. La corruption, ça détruit la société. La corruption, ça peut mener même à l'effondrement des États. Et nous l'avons vu, qui sont infiltrés par les organisations criminelles internationales. On l'a vu comment ils peuvent aussi, ces gens-là, avoir des députés à l'Assemblée nationale. Et peut-être même si on ne fait pas attention, quand on a arrêté les Sénégalais en Guinée-Bissau, il y a quelque chose qui m'a fait tilt. Parmi eux, il y avait un membre qui était un conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale du Niger. C'est un cas d'infiltration. Donc, c'est vraiment la corruption, c'est un phénomène qui demande vraiment une très forte dénonciation, une forte mobilisation et de mettre en place des mécanismes qui soient capables, solides. C'est très difficile de lutter contre la corruption, de former les magistrats, de former les gens qui vont être plus tard dans l'OFNAC. Mais l'OFNAC est à réformer totalement. Parce qu'effectivement, au départ, ça a suscité beaucoup d'enthousiasme. Mais la question de la redevabilité, si c'est appliqué uniquement à l'opposition, c'est en réalité parce qu'on dit que c'est le fait d'être opposant qui est criminel.
Mais ce n'est pas le fait, effectivement, de détourner les deniers de l'État. Donc, moi, je pense que la corruption que vous avez soulevée est un problème très important. Moi, je le sais, et j'ai soulevé le problème ailleurs. Mais je l'ai vu ailleurs. Donc, il faut qu'on fasse attention, parce que quand on regarde seulement l'impact de la drogue en Afrique de l'Ouest, je ne sais pas si vous avez lu le rapport de Kofi Annan et de Obasanjo, qui ont fini par dire qu'il faut légaliser. Tellement le phénomène est énorme. La route de la drogue, écoutez, c'était de l'Amérique latine vers l'Europe. Mais ça a basculé. C'est l'Amérique latine maintenant, le désert. Vous pensez que nos sociétés sont vraiment prêtes à poser ce genre de débat autour de la légalisation? C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser. Le problème, ce n'est pas aujourd'hui ça. Non. Le travail de sensibilisation par des organisations comme le Forum civil, des organisations comme la RADDHO, par la presse, c'est très important. Et qu'il y ait vraiment une véritable politique volontariste, comme le fait un tout petit peu Buhari. C'est très difficile au Nigeria. Mais la question de la corruption, c'est une question sérieuse et vitale pour la survie même des États. Alioune Tine, malheureusement, il ne nous reste que 5 minutes. Je vous laisse un dernier mot sur cette question. Oui, sur les ressources naturelles, la corruption dans un contexte de découverte et bientôt l'exploitation pétrole, gaz et d'autres ressources minérales au Sénégal. Il faut poser le débat, trouver des solutions pour régler cela. C'est sûr que ce sera dans un long terme, mais il y a déjà quelques pas qui ont été franchis. Par exemple, vous évoquiez l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Au niveau de leur site, on s'est rendu compte que quand même il y a des contrats, ou même tous les contrats qui ont été signés par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz qui sont publiés sur le site de l'ITIE. Est-ce que cela constitue, selon vous, assez de garanties en termes de transparence et de lutte contre la corruption, le fait de publier les contrats? Je pense que c'est une très bonne chose et il faut effectivement saluer le fait que le Sénégal ait accepté de publier les contrats. C'est une bonne chose. Mais dans les contrats, il y a des clauses de réserve. Absolument. Maintenant, si ce qu'il y a dans les clauses est plus important que ce qui est publié, tout à fait, il est évident que, bon, c'est une façon tout simplement de mise en scène, peut-être de ce qu'on peut appeler comme la transparence. Mais nous avons besoin de beaucoup plus que ça. On a besoin de beaucoup plus que ça. Maintenant, par exemple, quand on a fait la loi sur effectivement le pétrole, ça s'est fait pendant la campagne électorale, absolument, dans un bruit total, et puis également presque à l'exclusion hein, justement des voix de la société civile qui avaient demandé à être consultées, à regarder la loi et à mettre le truc. Donc, tout cela ne met pas la confiance. Mais Alioune, il y a presque comme une stratégie de l'évitement entre le pouvoir et la société civile au sortir de ces concertations nationales sur les hydrocarbures, puisque le président de la République lui-même pointe les organisations de la société en leur disant il n'est pas question qu'on vous donne des informations que vous mettez sur la place publique. On n'a pas senti la société civile quand même réaffirmer sa position de disposer et d'exploiter les informations à sa convenance. Ah, mais il faut quand même écouter les gens, ils parlent, hein, publier ce que vous payez, ils donnent beaucoup d'informations, vous avez le Forum civil. Mais sur l'injonction du président, est-ce qu'on accepte avec mon ami Birahim, il est d'un courage extraordinaire, il est bien informé sur tout ce qui se passe, mais tout sur la table. Donc moi je pense que, bon, je suis d'accord, hein, on prend acte, parce que la société civile doit prendre acte. Vraiment des critiques qui lui sont faites pour s'améliorer. La société civile n'est pas idéale. Voilà. Moi, je suis un retraité de la société civile un peu, hein, j'accompagne, mais je prends acte des critiques qui sont faites et qu'il faut qu'on les écoute. Et il faut effectivement qu'on fasse tout pour nous améliorer. Ça, je suis d'accord avec. Je m'en voudrais, avec mes camarades, de ne pas évoquer le Mali. Avec vous, alors, il y a un épisode malheureux qui s'est passé il y a quelques mois de cela avec ce massacre de Peul.
vous vous êtes offusqué que la communauté internationale ne se soit pas mobilisée comme il le fallait, surtout les Africains en particulier. Mais dans votre exposé tout à l'heure, vous semblez revenir à un afrocentrisme pour que nous prenions nous-mêmes en charge nos préoccupations sécuritaires. Mais par ailleurs, je vous ai compris, j'ai surtout compris que c'était des préoccupations qui pouvaient nous dépasser et que nous ne pouvons que compter sur l'aide extérieure. Comment régler ce problème? Non, je suis quand même, je le réclame, hein, je suis panafricain. Et je suis effectivement pour qu'on règle les questions de souveraineté, même judiciaire. Comme quand on allait à la CPI, je dis c'est parce que nous n'avons pas, nous, créé les conditions d'une souveraineté judiciaire. Mais la souveraineté, je dirais, sécuritaire, c'est encore plus. La souveraineté totale même n'existe pas parce que si les informations pour ce qui s'est passé au Bénin, vous avez vu, les informations ont été données par les Américains, vous avez eu l'aide du Burkina Faso et puis vous avez eu le truc de la France. Mais tout de même, il y a quand même des fondamentaux qu'il faut faire, avoir une bonne armée, avoir également un système de réponse rapide. Vous évoquez la question de Ouagassogou, où il y a eu près de 160 personnes qui ont été tuées. Et c'est des gens pratiquement de 8 mois jusqu'à 98 ans. Et des cruautés et des atrocités sans nom. On a brûlé les vivres, les greniers. On a empoisonné les puits. On a éventré des femmes enceintes. Donc, nous, ce que nous demandons, ça fait 2 jours, j'ai sorti mon communiqué de presse, parce que j'ai salué le fait qu'il y ait un gouvernement d'unité. Parce que le Mali ne peut pas à la fois cumuler une crise politique, une crise économique, une crise sécuritaire et également une crise, je dirais, écologique. Donc, le fait qu'il y ait un gouvernement, qu'il soit ensemble pour faire face aux défis, c'est une très bonne chose. Mais nous demandons 2 choses au Mali, c'est extrêmement important. C'est la protection des civils, le renforcement de la protection des civils, surtout au centre. Parce que ce n'est pas admissible que les gens viennent, tuent, commettent des atrocités et partent. 2, ça fait partie des objectifs prioritaires que nous avons demandé au gouvernement malien, le nouveau gouvernement. La lutte contre l'impunité. Parce que les gens qui ont commis ces crimes, et maintenant ces crimes sont désignés par les Nations Unies comme des crimes contre l'humanité, il faut absolument que ces crimes internationaux soient également punis. Et de 3, renforcer la gouvernance et par la lutte contre la corruption. Ça fait partie des 3, effectivement, recommandations fondamentales que nous avons faites, effectivement, au Mali. Maintenant, par rapport à votre question, nous avons un problème aujourd'hui qui est en train de se répandre dans toute la sous-région. Vous avez le Niger, vous avez le Mali, vous avez également le Burkina Faso. Je l'évoque, mais vous trouvez ce problème au Nigeria. Le nombre de morts sur le problème des agriculteurs et des éleveurs, c'est énorme. Des milliers de personnes. Ici au Sénégal, l'autre jour, j'ai regardé la presse. Je ne sais pas si c'est à Mbane, où les Peuls sont venus pour dire on a tué 2 Peuls. Il faut arrêter ça. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse. Ça veut dire que la pression, le problème de la pression foncière, la question foncière, c'est une question tellement importante. C'est la même question qui se pose au niveau du centre, qui est très riche. Vous avez de l'eau, vous avez le poisson. Vous avez effectivement la riziculture. D'abord là-bas, ça va le bassin du riz pour le Mali. Donc, une forte pression, une compétition sur également les réserves foncières. Et vous avez également beaucoup d'animaux. Donc, les couloirs pour le pâturage des animaux. Mais ça, c'est sur le plan africain qu'il faut essayer de voir ça, trouver des solutions dans la durée. Parce que de plus en plus, il y a des gens qui viennent, qui ont besoin de nos terres, qui cultivent, on donne seulement. De plus en plus. Et on n'étudie pas, on ne fait pas des études profondes pour voir. Donc il est temps aujourd'hui, peut-être, sur ces questions-là. Moi, j'interpelle effectivement les domaines, les services des domaines et des impôts, vraiment qu'ils essayent d'avoir une concertation sur la question foncière. Ça a été fait, on l'a vu, mais on a vu quand même des gens qui sont partis, qui ne sont pas contents au terme de la concertation. Mais la question foncière est une question extrêmement sérieuse, et qu'il faut vraiment étudier et qui maintenant cause des morts énormes.
Et c'est là où se trouve la question de la vulnérabilité. Et également les quiproquos. C'est pour ça que je revenais sur les systèmes, l'islam qui nous vient de l'étranger et qui crée des discordes profondes qui aboutissent, comme je vous dis, dans le cas du Mali, à ce qu'on a vu. Ici, ça commence le débat. C'est pour ça que quand le débat fait comme ça, pour moi, ça fait sens. Je dis, mais il faut qu'on fasse attention par rapport à la question religieuse qui commence à être récurrente. Des fois même, c'est intergroupe. Donc, j'évoquais avec toi tout à l'heure le phénomène des gens qui quittent la marche et qui reviennent, qu'on fait revenir. Donc, toutes ces questions-là font qu'aujourd'hui, même sur la question de Africa Jom, nos confréries religieuses ne doivent pas se contenter tout simplement de la narration classique actuelle par rapport effectivement aux menaces d'infiltration, aux menaces de déstabilisation. Moi, je vois des débats qu'on organise sur Facebook. Je dis attention, il n'y a personne qui peut décider si telle croyance est supérieure à une autre. Donc, pas de compétition au niveau des croyances. Tu crois ou tu ne crois pas. Même la vérité scientifique, elle est relative. Donc, il faut qu'on fasse attention, qu'on réfléchisse sur ça pour nous éviter. Parce que aussi, vous savez, le symbolique là, et puis les adhésions religieuses, la subjectivité qui est investie dedans, font que les gens n'ont pas toute leur tête parfois. Et surtout, chez nous, je suis une fille de Nigaoudanois, il faut faire très attention avec les problèmes de la religion ici au Sénégal. Et ça nous ramène à votre propos introductif sur l'exception sénégalaise qu'il faut flétrir, qui n'existe plus, en tout cas qui est un concept dépassé. Nous en convenons certainement avec vous. J'ai deux bonnes nouvelles, j'ai deux nouvelles, une mauvaise et une bonne. La mauvaise, c'est que c'est fini, malheureusement. La bonne, c'est que le débat peut se poursuivre sur le forum de notre portail internet www.ceneplus.com. Nous remercions infiniment Subinfo et Subimax de nous avoir accueillis ici pour ce numéro sans détour, spécial hommage à ce personnage derrière moi, Momar Seny Ndiaye. Je peux dire quand même deux mots. Bien sûr, bien sûr. Alioune, allez-y. Vraiment, je vous remercie de cet hommage parce que c'est un des journalistes d'élite, un des journalistes de référence, avec des analyses extrêmement pointues, très pertinentes, et il nous manque beaucoup. Et nous étions bien entendu ensemble sous l'œil attendrissant et compatissant d'un compagnon de Momar Seny Ndiaye, Mokhtar Ba, que j'ai nommé, qui a tenu à être avec nous à l'enregistrement de cette émission. Je remercie Samba Djalempa Badji, Africa Tchèque, journaliste, et sa camarade de promotion du CESTI, Mamlika Sidibé, qui nous a fait aussi l'amitié d'être avec nous dans ce numéro sans détour. Les amis, on se retrouve sur Internet. À très prochainement pour un autre numéro sans détour. Mesdames, Messieurs,